Alors, maintenant abordons la deuxième partie, une gouvernance européenne en crise et des Européens en plein doute. Premier point, le défi d'un fonctionnement supranational, c'est-à-dire l'idée d'un fonctionnement qui soit au-dessus des différentes nations. Bon, plutôt qui coordonne l'action de ces différentes nations, de ces différents pays. Alors d'abord, si on revient sur la définition supranationale de cette notion, on se dit d'une autorité dont les pouvoirs sont supérieurs et s'imposent à ceux des États. Donc ça, c'est une notion très importante. C'était l'idée justement de cette Union européenne qui devait, ça n'a jamais été tranché véritablement, qui devait se soit superposer aux États, soit même être supérieur aux États. Alors, face justement à cette définition, malgré la poursuite d'un approfondissement en 2002, la création de l'euro, 17 pays aujourd'hui, la libre circulation des personnes, avec en 95 l'application des accords de Schengen. Donc vous voyez des mesures ou plutôt des initiatives qui font que ces États européens ont perdu une partie de leur souveraineté. Donc c'est le cas sur le plan monétaire avec l'euro. Éventuellement, perdu, on peut voir ça comme une perte de souveraineté, le contrôle aux frontières, avec la libre circulation des personnes dans le cadre de l'espace Schengen. Eh bien, là, on a un début d'acceptation par certains pays européens de perte d'une partie de leur souveraineté au profit de l'Union européenne. Eh bien, cette perte de souveraineté a nécessité, si on veut se lancer justement vers une Europe plus unifiée, par des réformes institutionnelles qui sont devenues nécessaires. Alors pour le comprendre, c'est relativement simple. On peut donner trois exemples. Pourquoi? Première raison, celle-ci, qui est une caricature du monde, qui a été publiée en 2005, et qui fait référence justement au référendum de cette année. Alors ce référendum sur quoi? Sur le projet de créer une constitution européenne commune qui avait été proposé à l'initiative du président de la République. Le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, a préféré demander aux Français par référendum s'ils acceptaient justement cette constitution ou non. Et vous le voyez, cette constitution, ce débat autour de la constitution, s'est soldé par un non, à la fois en France et quelques mois plus tard aux Pays-Bas, qui ont montré notamment la défiance de nombreux Français vis-à-vis de cette Union européenne et vis-à-vis de ce projet de constitution européenne. Donc, face à cet échec, la constitution européenne n'existe pas, ou plutôt était caduque, a été refusée par une partie des États membres. Donc, quelques années plus tard, 2 ans plus tard, en fait, signe à Rome. Alors là, c'est la signature du projet d'Union européenne, de constitution, et en fait, pour débloquer la situation face à l'échec de 2005, il y a en fait en 2006 une proposition qui va être le traité de Lisbonne. Bon, alors pourquoi? Parce que si vous regardez bien, autant l'Union européenne en 1957 fonctionnait correctement quand il s'agissait de concilier les avis de seulement 7 États, autant l'Europe en 2007, qui était une Europe à 25, où la diversité des points de vue et des décisions limiter véritablement l'autorité de l'Union européenne et limiter véritablement l'application de mesures qui soient des mesures communes. D'où, eh bien, c'était le projet de cette constitution de 2005 qui a été refusé, et en 2007 le traité de Lisbonne va essayer de surpasser ce traité européen et établir un certain nombre de règles communes. Alors deuxième élément, la crise impose une stricte discipline budgétaire. Et notamment, ces dernières années, on voit apparaître la crise de la dette de l'eurozone. Alors qu'est-ce que c'est? La zone euro, autant la monnaie est commune, autant rapidement avec la crise financière et économique de 2008 sont apparus plusieurs problèmes. Premier problème, dès 2009, nouveau Premier ministre Georges Papandréou en Grèce,
révèle que le déficit public est plus important que son prédécesseur avait annoncé. Il s'élève à 12,7% du PIB et non à 3,7 comme l'avait annoncé le précédent gouvernement. Alors, dans les pays de l'eurozone, tous les pays de l'eurozone s'étaient engagés à limiter notamment leur dette, mais à limiter le pourcentage de leur dette aux alentours de 3%. Et vous voyez, et la Grèce a été le premier à révéler qu'elle avait largement dépassé le niveau exigé. Par la suite, eh bien, des États qui ont subi de plein fouet cette crise vont avoir leurs dettes qui vont s'envoler. C'est notamment les États du Sud, comme l'Espagne ou même le Portugal, l'Italie également, mais également un pays comme l'Irlande, qui vont devoir faire face justement à la résorption de cette dette et à mettre en place des mesures assez radicales pour lutter contre l'augmentation de cette dette, d'où la mise en place de plans d'austérité très importants, très brutaux dans certains pays, qui vont entraîner une baisse des droits sociaux, une montée du chômage un peu partout et une crise sociale très importante dans ces pays. Bon, deuxième élément, en fait, si vous regardez bien la situation de l'endettement des pays, alors vous avez à part la Grèce, vous le voyez, avec un endettement qui est à 177% de leur PIB, avec une situation intermédiaire alors, dans laquelle se retrouvent beaucoup de pays européens, dont la France à 4,5% de son PIB, 90% de son PIB total en fait, donc c'est 4,5% de son budget en fait. L'Italie, le Portugal, mais vous avez également l'Espagne, l'Irlande, l'Union Européenne. Donc les bons élèves, ceux qui sont en jaune, voire en vert, qui sont majoritairement soit des pays du Nord, soit également des pays de l'Est qui ont limité le pourcentage de leur dette au niveau de leur budget total. Bon. Alors, cette crise va imposer une stricte discipline budgétaire et une volonté justement imposée par la Commission européenne et les États européens, et notamment les grands États européens, de limiter le plus possible cette dette en établissant une règle d'or selon laquelle les pays eh bien, doivent limiter cet endettement. Alors là, j'ai résumé un peu. Alors, vous avez la carte, si vous regardez bien la carte de l'état de la dette, hein, là vous le voyez d'une manière plus visuelle, hein, donc situation critique des pays du sud, plus favorable dans les pays du nord, et situation intermédiaire un peu dans les pays, les grands pays européens. Alors cette règle d'or, on pourrait, je l'illustrer de cette manière-là. Donc le gouvernement propose des lois cadres pour une période minimum de 3 ans. Cette loi cadre fixe un maximum de dépenses et le minimum de recettes de l'État, de la sécurité sociale. Elle traite aussi le financement, les collectivités, etc. Bon, donc on essaye de mettre en place un budget relativement restrictif. Le budget annuel doit être adopté en fonction des lois cadres et l'objectif est le retour progressif à l'équilibre des comptes publics. Bon, cette règle d'or a été adoptée par plusieurs pays européens et notamment c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas également de l'Espagne. Donc cette règle d'or, tout simplement, c'est une volonté de limiter le niveau d'endettement des pays, quitte à mettre en place des politiques d'austérité. Alors, cette Europe est à la peine ces dernières années et on le voit à partir de multiples critiques et la montée de la défiance européenne. Alors on peut l'illustrer de différentes manières. D'abord le manque d'enthousiasme des peuples. Ce manque d'enthousiasme des peuples peut être illustré par un premier élément. C'est au moment des élections, la montée de l'abstention. Ces élections pour le Parlement européen, depuis les premières élections de 1979, on a vu dans tous les pays européens que le taux de participation était parmi les plus bas de tout type d'élection. Et ce taux de participation qui était de 62%, hein, vous le voyez, pratiquement 2 tiers de l'électorat en 79, est devenu minoritaire à moins de 43% actuellement. Alors comment on peut l'analyser, on peut voir là véritablement un manque d'enthousiasme des Européens vis-à-vis d'institutions qui ne comprennent pas, qui sont des institutions
lointaine, ou même carrément une défiance vis-à-vis de cette construction européenne. Une critique qui peut s'illustrer par un deuxième élément, qui est tout simplement la montée de ce qu'on appelle l'euroscepticisme. Donc ça aussi c'est une notion importante, c'est-à-dire la montée de partis politiques à l'intérieur des États européens qui sont très critiques, voire même opposés à la construction européenne. Alors là, vous avez une carte justement du pourcentage de ces partis eurosceptiques. En France, c'est notamment le Front National avec 25,4%, donc vous voyez pratiquement un quart lors des dernières élections européennes. Également puissant au Royaume-Uni avec le parti qu'on appelle UKIP, on va revenir là-dessus, qui veut la restauration de la souveraineté du Royaume-Uni et également veut carrément se détacher le Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc vous avez un parti également puissant au Danemark, 26%. Les Danois ont refusé l'euro et sont relativement critiques aussi vis-à-vis de cette Union européenne. Et vous avez une autre illustration, vous voyez ce fameux parti UKIP britannique qui tourne le dos au moment de l'hymne européen pour bien montrer son refus d'adhérer. Alors c'est le paradoxe, c'est qu'ils envoient des députés au Parlement européen alors qu'ils sont très critiques vis-à-vis de l'Europe. Bon. Alors, autre illustration de cet euroscepticisme, c'est le récent débat qui va avoir lieu au moment d'un référendum qui devrait se tenir au mois de juin, là, 22 mai, excusez-moi, donc la fin de ce mois. Donc vous allez en entendre parler dans l'actualité. Au Royaume-Uni, le Premier ministre a proposé justement à l'ensemble des citoyens britanniques de voter pour savoir si le Royaume-Uni doit rester à l'intérieur de l'Union européenne ou doit se détacher de l'Union européenne. Donc vous avez là justement deux affiches électorales de ce parti critique à l'Union européenne qui est le UKIP. Alors dernier élément, cet euroscepticisme progresse partout et c'est notamment le cas, on le voit avec la crise des migrants depuis ces 2-3 dernières années. Donc là, un chiffre assez important, depuis janvier 2015, on évalue à 800 000 migrants qui ont tenté la dangereuse traversée de la Méditerranée, soit par le sud, vous le voyez, pour accéder notamment à l'Espagne et à l'Italie, soit carrément par l'Est, d'abord par la Grèce et ensuite par l'ensemble des pays européens. Et vous avez eu un renforcement en fait des contrôles aux frontières, voire même la fermeture des frontières, c'est le cas de la Hongrie, c'est le cas de l'Autriche, pour empêcher l'arrivée de ces migrants, notamment en Europe. Et vous avez des politiques européennes qui sont complètement disparates entre l'Allemagne avec Angela Merkel qui a accepté d'accueillir massivement une importante minorité de migrants et les autres pays qui soit ne veulent pas entendre parler de ces migrants, soit qui vont les accepter mais véritablement quelques centaines voire quelques milliers de migrants. Et c'est le cas de la France. Alors, véritablement, ce chapitre, il faut que vous connaissiez, enfin, que vous ayez en tête au moins deux notions, la divergence sur l'avenir de l'Europe avec deux notions, deux visions opposées. Première vision, c'est cette vision souverainiste selon laquelle l'Europe doit être une Europe des nations, c'est-à-dire que l'Europe est une Europe qui unit des pays entre eux, mais des pays qui sont souverains, et cette Europe ne peut progresser que si tous les pays s'entendent, mais de manière souveraine, c'est-à-dire que chaque État va prendre les décisions et on ne va pas remettre un pouvoir à une autorité qui soit supérieure aux États européens. Donc ça, c'est la vision souverainiste dans laquelle justement il y a un renforcement actuel. Face à cette vision souverainiste, l'autre vision, celle des pères fondateurs de l'Union européenne, qui est une vision fédéraliste. C'est-à-dire l'idée que ces pays s'unissent et acceptent de perdre une partie de leur souveraineté pour la remettre à une sorte de gouvernement européen. Donc ça avait été le cas justement de la Commission européenne, mais la Commission européenne n'a pas voix au chapitre sur toutes les décisions, et on voit qu'elle est limitée, notamment dans plusieurs domaines, par la décision prise par les chefs d'État et non pas par la Commission européenne. Même si cette Commission européenne, actuellement, a gagné un certain nombre de pouvoirs en termes économiques ou même sur le plan financier, vous le voyez avec l'euro. Voilà
Donc cette Europe, on pourrait dire, qui est entre deux eaux actuellement, une Europe qui s'est construite progressivement depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec ce traité de Maastricht qui a été une étape importante vers le renforcement de l'Union européenne, mais qui actuellement est très critiquée, cette Europe, cette Union européenne dont on peut dire qu'elle est actuellement en panne et dont on n'arrive pas à déterminer si on s'oriente vers une politique plus souverainiste européenne ou une politique plus fédéraliste. Voilà, on en a terminé pour cette leçon.